Bonjour, donc moi je suis radiologue au CHU d'Angers. Effectivement, je vais vous présenter la prise en charge radiologique diagnostique et interventionnelle de l'hypertension portale. Quelques définitions pour commencer. L'hypertension portale est définie par une pression porte supérieure à 15 mm de mercure ou un gradient veineux porto-hépatique supérieur à 5 mm de mercure. Elle est dite cliniquement significative lorsque ce gradient dépasse 10 mm de mercure. Tout l'enjeu de l'imagerie, c'est de diagnostiquer l'hypertension portale sans recourir à la méthode de référence qui reste le cathétérisme veineux hépatique et qui est invasif. Vous connaissez bien les 3 niveaux d'obstacles physiopathologiques classiques, et donc la cirrhose est responsable de 80% des hypertensions portales. On attaque avec l'imagerie diagnostique. Tout d'abord l'étude de la veine porte, l'étude morphologique. On constate dans l'hypertension portale l'augmentation du calibre du tronc porte, qui est un signe peu sensible mais assez spécifique, avec une norme inférieure à 13 mm. On le mesure en extra-parenchymateux, en respiration libre. Mais cette mesure, ce signe n'est pas corrélé au degré d'hypertension portale. Sur l'image de gauche, on voit un calibre anormal du tronc porte chez un patient cirrhotique. Et 6 mois plus tard, sur l'image de droite, on voit que le tronc porte a retrouvé un calibre normal. En fait, il y a eu une ouverture de voie de dérivation portosystémique entre-temps. Outre les mesures morphologiques, on étudie bien sûr le flux veineux portal. Par voie intercostale, on effectue des mesures itératives. Le compte-rendu radiologique doit obligatoirement mentionner l'orientation du flux, qui est hépato-PET versus hépatofuge en bas à droite, la présence ou non d'un thrombus, et les valeurs des vitesses, donc les vitesses maximales et moyennes. Il faut comparer ces valeurs de vitesse avec les antériorités, et en cas de diminution, on doit suspecter l'aggravation de l'hépatopathie ou bien l'ouverture de voies de dérivation. On peut également étudier ce flux veineux portal en IRM. C'est une méthode qui permet des mesures très reproductibles, mais malheureusement, sa disponibilité fait que ce n'est pas une méthode de diagnostic routinière. Elle permettrait d'étudier d'autres flux intéressants dans l'hypertension portale, notamment le flux de la veine azygos, dont les variations sont corrélées avec la pression au sein des veines, des varices œsophagiennes, et donc qui pourrait en faire un marqueur de suivi intéressant chez ces patients porteurs de VO qui seraient sous bêta-bloquant. Le système porto-mésentérique ne se limite pas à la veine porte, mais pour étudier ces affluents, c'est plutôt l'apanage du scanner. Par exemple, ici, cette thrombose de la veine splénique dans le cadre d'une pancréatite aiguë. Le scanner permet également le bilan d'extension et le suivi sous traitement d'une thrombose porte ou d'une thrombose des veines hépatiques. L'étude de la rate, comme on l'a vu, c'est l'augmentation du grand axe crânio-caudal. C'est un signe très sensible, mais très peu spécifique, que l'on doit au mieux intégrer dans des scores composites. Les cutoffs dans la littérature sont très variables. Nous, à Angers, on utilise 112 mm pour avoir une très grande sensibilité dans nos examens. Il y a l'élastométrie de la rate aussi, qui est très intéressante dans le diagnostic d'hypertension portale, mais qui est d'études assez récentes. L'élastométrie, comme on l'a vu, initialement, c'était par le fibroscan, mais désormais, on a les modules d'élastométrie qui sont directement intégrés aux échographes avec les techniques principales, avec les deux constructeurs. Les performances sont quasi similaires à celles du fibroscan, dès lors qu'on utilise les critères de fiabilité qui ont été publiés pour avoir des mesures valides. Ainsi, on a des seuils en kilopascal que l'on peut corréler avec une HTP cliniquement significative ou une HTP à risque de survenue de complications, avec le score composite, par exemple, que vous connaissez, les critères de Baveno-6. L'IRM, comme on l'a vu, peut servir à l'élastométrie. C'est vraiment pas routinier, c'est vraiment dans les centres experts qu'on utilise ça. On peut également étudier d'autres paramètres physiques, tels que le temps de relaxation T1 du parenchyme hépatique ou splénique, mais qui est d'interprétation pour l'instant limitée, parce que c'est corrélé également avec l'inflammation et la fibrose indépendamment. Les voies de dérivation portosystémiques sont d'analyse très limitée en échographie. Globalement, seule la veine paraombilicale est accessible. On doit la rechercher systématiquement avec la sonde superficielle en allumant le Doppler. Et on fait attention à bien rechercher cette veine systématiquement, parce que lorsqu'elle est ouverte, cette voie de dérivation, le flux porte peut être artificiellement maintenu. Pour toutes les autres voies de dérivation portosystémiques, l'examen de choix pour les étudier, c'est vraiment le scanner qui permet donc de les détecter, de comprendre les chaînes portosystémiques et de les cartographier avant un éventuel traitement. Et globalement, tout est visible.
Dans le diagnostic des complications de l'hypertension portale, bien sûr l'hémorragie qui fait tout le pronostic. En cas d'hémorragie digestive haute, en première intention, c'est une fibroscopie qui est réalisée. Cependant, le scanner peut être utile en cas de saignement sur des varices gastriques, en cas de nécessité d'une cartographie si le traitement a été incomplet, ou en cas d'échec de traitement endoscopique avant de prévoir un autre traitement, par exemple en radiologie interventionnelle. L'hémorragie digestive basse est souvent d'études plus limitées en endoscopie et le scanner a encore plus d'intérêt. Ici, c'était un cas de malrotation intestinale avec une sténose de la veine mésentérique supérieure et on voit là, les flèches qui pointent à un saignement actif veineux au sein des anses jéjunales proximales. Les autres complications de l'hypertension portale que l'on détecte en imagerie sont bien sûr les thromboses avec le risque d'ischémie digestive veineuse, ici une thrombose de la veine mésentérique supérieure avec des anses jéjunales qui souffrent, qui présentent un œdème sous-muqueux et même un défaut de rehaussement quasi transmural qui épargne seulement la muqueuse. La colopathie d'hypertension portale se présente sous la forme d'une colite aspécifique qui prédomine sur le côlon droit et dans une atmosphère d'œdème mésentérique diffus. La cholangiopathie portale, elle survient lorsqu'il y a une thrombose porte qui a généré donc des petites collatérales, ce qu'on appelle un cavernum porte, qui, par un phénomène d'ischémie et de compression, va entraîner une sténose multi-étagée de la voie biliaire principale avec une dilatation des voies biliaires en amont. Je passe sur l'imagerie interventionnelle, avec la tête d'affiche qui est bien sûr le TIPS, que vous connaissez bien. Les indications majeures qui sont validées dans les études randomisées contrôlées, c'est bien sûr l'hémorragie digestive et l'acide réfractaire. Les contre-indications sont d'ordre hépatique et cardiaque, notamment l'insuffisance cardiaque droite et l'hypertension artérielle pulmonaire. Les autres indications moins validées du TIPS sont l'hydrothorax réfractaire, ça fonctionne un peu comme pour l'acide, le syndrome de Budd-Chiari, lorsqu'un traitement médical par les anticoagulants et un traitement interventionnel sur les veines hépatiques n'a pas fonctionné, l'obstruction extrapectique de la veine porte, lorsqu'une recanalisation porto-mésentérique n'a pas fonctionné, le TIPS peut servir. Le TIPS avant chirurgie extrahépatique, par exemple, en cas de colectomie, alors qu'il y a des varices péricoliques à risque de saignement péropératoire, on peut indiquer un TIPS avant la chirurgie. Et éventuellement, en cas de gastropathie d'hypertension portale, avec un saignement chronique responsable d'une anémie et d'une altération de l'état général, on peut indiquer un TIPS qui va permettre de diminuer le recours aux transfusions itératives. Le bilan pré-TIPS fonctionnel cardiaque et biologique, vous le connaissez. Ce que je voulais rappeler, c'était surtout qu'on doit on doit valider l'indication de ce traitement en RCP. Ça nous permettra ensuite de recevoir le patient en consultation de radiologie interventionnelle pour lui expliquer comment se déroule le geste et les complications éventuelles. L'imagerie pré-interventionnelle, c'est surtout le scanner. On recherchera une atrophie lobaire droite, une éventuelle bascule du foie droit quand il y a une acide très importante. Et on étudiera les relations entre la veine hépatique et la branche portale droite, parce que là, c'est là qu'on pose le TIPS le plus souvent. Le TIPS a sa place dans l'hémorragie, soit en prophylaxie secondaire, alors qu'un traitement endoscopique par ligature et par bêta-bloquant avait été bien conduit, le patient récidive, là on peut indiquer un TIPS. En cas d'hémorragie digestive aiguë, si le traitement symptomatique et puis surtout le traitement vasoactif et endoscopique n'est pas efficace, on peut poser un TIPS de sauvetage. En revanche, si ce traitement est efficace, il y a deux cas de figure. Soit le patient il est Child-Pugh A ou B, et tout dépend s'il fait une récidive précoce, mais s'il est Child-Pugh C ou B avec un saignement actif, on va indiquer un early TIPS, c'est-à-dire un TIPS qu'on pose dans les 24-48 heures, et ça, on a prouvé que ça a amélioré la survie des patients. Passons désormais à la technique de pose. Tout le problème du TIPS, le côté difficile, c'est souvent l'accès portal, la ponction du système porte. Pour voir le système porte, on a différentes techniques. À gauche, c'est une vénographie hépatique bloquée qui permet, dans un certain nombre de cas, d'avoir un retour porte. Et dans ces cas-là, on peut piquer sous scopie avec cette acquisition. Tout à droite, ce sont des reconstructions obtenues à partir d'un scanner préopératoire, donc reconstructions qui concernent la veine hépatique droite et le système porte. Et idem, on pourra s'aider de ces reconstructions en surimpression de la scopie pour ponctionner sous scopie. Et ce qu'on utilise à Angers dans l'immense majorité des cas, c'est le guidage échographique. L'inconvénient, c'est qu'il nécessite un deuxième opérateur qui doit tenir la sonde pour guider son collègue. Mais on voit en temps réel, en fait,
On aligne la veine hépatique et le point d'entrée désiré dans le système porte, et on voit la progression de l'aiguille vers le système porte. On réalise ensuite, donc on passe un guide, puis un cathéter, et on réalise ce qu'on appelle la portographie initiale. C'est l'opacification globale du système porte pour faire un peu l'état des lieux. On voit d'ailleurs qu'il y a des varices œsophagiennes et péricardiales. Ensuite, une fois que ceci est fait, on va déterminer quelle taille de prothèse on met, et puis on va dilater le futur trajet du TIPS au sein du parenchyme à l'aide d'une sonde à ballonnet que là vous voyez à gauche. Et à droite, là, on voit qu'on a déjà posé la prothèse. C'est une prothèse mixte, il y a les 2 cm en bas qui dépassent dans le système porte qui sont non couverts. Tout le reste est une endoprothèse couverte pour diminuer le risque de sténose intra-TIPS ultérieure. Une fois qu'on a posé la prothèse, on fait un contrôle final, une portographie finale qui atteste de la bonne redirection de tout le flux vers le système porte. En fait, tout le flux est aspiré par le TIPS. Et on ne voit plus les varices œsophagiennes qui également sont aspirées. La pose du TIPS peut bien sûr se compliquer, et surtout sur le versant hémorragique. À gauche, on a une vénographie hépatique bloquée qui s'est compliquée d'une rupture capsulaire, d'une lacération capsulaire, avec une fuite donc, de produits de contraste. Au milieu, c'est une ponction de porte qui s'est mal passée, qui était probablement trop proche de la bifurcation et qui se complique d'une fuite péritonéale, parce que la bifurcation de porte, elle est extra-hépatique. Donc là, le traitement, c'est de garder son sang-froid et de poser très très vite la prothèse pour boucher la fuite. Et tout à droite, quand on ponctionne, on peut tomber sur autre chose que des vaisseaux. On a ossifié et vous reconnaissez une belle cholangiographie. Outre les complications de la pose, il peut y avoir des complications ultérieures sur le TIPS, notamment les sténoses. Ici, on avait suspecté une sténose parce que le flux dans le tronc porte était insuffisamment accéléré. Normalement, on devrait avoir des vitesses au-delà de 30 cm/s. Là, elles étaient autour de 21. On ne voyait pas bien la sténose à l'échographie. On a complété avec un scanner qui montre cette sténose sur le versant, cette fois-ci distal, de la veine hépatique. Donc là, le traitement est, entre guillemets, pas compliqué. Il faut repasser dans le TIPS et puis rallonger le TIPS sur le versant de la veine hépatique. C'est ce qu'on a fait avec une petite endoprothèse couverte. Lorsque la sténose est décompensée, ça amène à une thrombose du TIPS, qui souvent cliniquement est très bruyante. Idem, on peut repasser par voie transjugulaire et repasser dans le TIPS. On cathétérise au sein du thrombus, on repasse notre matériel, et puis on va passer une sonde à ballonnet pour écraser le thrombus, éventuellement thromboaspirer. Et là, on voyait l'empreinte sur le petit ballonnet qui correspondait probablement à la sténose qui a causé la thrombose du TIPS. Et à droite, la restauration du flux dans le TIPS qui est satisfaisante. Deuxième grand type d'intervention, les recanisations portomésentériques. En cas de thrombose de la veine porte extrahépatique, il y a 2 grands cas de figure. Soit il y a une cirrhose, et dans ces cas-là, on va plutôt traiter le bloc intrahépatique en mettant un TIPS. Plus ou moins, si ce n'est pas suffisant, on peut recanaliser. Ce qui est important de voir, c'est qu'en cas de thrombose isolée de la veine porte extrahépatique sans cirrhose, on peut tenter une recanalisation sans TIPS en première intention. Et ça, c'est assez récent, ça a été montré en 2019. Il y a aussi les cas d'HTP segmentaire sur une thrombose ou une sténose de la veine splénique ou d'une veine mésentérique. Ici, c'était le cas d'une thrombose distale de la veine mésentérique supérieure dans le cadre d'une chirurgie du pancréas. Sur l'image du milieu, on voit qu'on est passé par voie transhépatique directe. On a cathétérisé la veine mésentérique supérieure. En opacifiant, on voit ce réseau de collatéral qui s'est développé tout autour de la thrombose distale qui permet de réinjecter le tronc porte. Donc on a traité par angioplastie et stenting, vous voyez la prothèse là à droite, qui permet une restauration satisfaisante du flux et puis l'obturation des collatérales. On peut également emboliser les varices en radiologie interventionnelle lorsque le traitement endoscopique n'a pu être fait ou n'a pas été assez efficace. Ici, c'était le cas d'une récidive hémorragique sur des volumineuses varices œsophagiennes. Il y a 2 grandes techniques en fait pour emboliser des varices ou des shunts. Soit on passe sur le versant portal, soit on passe sur le versant systémique. On va d'abord voir le versant portal. Il y a une voie d'accès qui est privilégiée au système porte, c'est un TIPS. Là, on est passé par voie trans-TIPS.
et on a occlu cette volumineuse varice œsophagienne qui était responsable du saignement. Il n'y a pas que les varices œsophagiennes ou gastriques qui sont accessibles en radiologie interventionnelle, il y a aussi les varices ectopiques. Le TIPS, dans ces cas-là, est vraiment à discuter, mais est probablement très invasif et souvent a peu d'intérêt, notamment si les varices sont anatomiquement éloignées du foie et s'il n'y a pas de cirrhose, bien sûr. Là, c'était le cas de varices péristomiales, autour d'une stomie en flanc gauche. On les a abordées par voie percutanée directe sous contrôle échographique et on a pu les emboliser, là c'est l'image de droite, à l'aide d'un agent sclérosant sous contrôle scopique. D'autres varices ectopiques, ici des varices périrectales qui sont responsables d'une hémorragie digestive massive avec un état de choc. On est passé par voie transjugulaire, puis transhépatique, avec du même kit qui sert à poser le TIPS. On a cathétérisé la veine mésentérique inférieure qui montre en opacifiant, là on voit ce gros paquet variqueux périrectal que l'on a pu emboliser, ce qui a permis d'arrêter totalement le saignement et d'arrêter cet état de choc. Une coopération entre les radiologues et les endoscopistes, c'était des volumineuses varices périduodénales assez monstrueuses qui se drainaient par une petite veine, la petite veine la plus à gauche là, qui va direct sur le système porte. On est passé par voie transhépatique directe, on a cathétérisé la petite veine de drainage, on a positionné un cathéter à ballonnet dedans. La vue endoscopique à gauche, c'est avant de gonfler le ballonnet, et à droite, c'est après avoir gonflé. On voit les varices qui sont toutes congestives, ce qui a permis du coup à l'endoscopiste de piquer et d'emboliser ces varices de manière satisfaisante, sans risque de reflux vers le système porte, parce qu'on avait obturé la veine de drainage avec le ballon. L'autre versant, c'est l'abord systémique, c'est le concept du BRTO. Les indications majeures, c'est les varices gastriques quand il y a un shunt gastro-rénal ou gastro-cave. Il existe des techniques modifiées, ce n'est pas toujours avec un ballon, ça peut être avec les plugs vasculaires ou les coils, enfin ça c'est des petites considérations techniques. Ce qui est important, c'est le concept de passer par l'abord systémique. Ici, on voyait ce patient avec des varices gastriques déjà embolisées. On voit du matériel hyperdense dans la paroi gastrique, ça correspond au stigmate d'embolisation. À gauche, vous voyez un élément hyperdense dans le foie, c'est un patient qui a déjà été typié. Et ce n'était pas suffisant pour arrêter ce saignement. Donc on a décidé de traiter le shunt directement. On est passé par voie transjugulaire, on a cathétérisé la veine rénale gauche, on a positionné le ballon à l'abouchement du shunt sur le système veineux rénal, sur le versant systémique, en positionnant un petit cathéter en parallèle pour opacifier et emboliser. Et donc ainsi, on a pu emboliser ce shunt gastro-rénal sans risque de reflux vers la veine rénale, avec un résultat satisfaisant sur le plan iconographique et clinique. Enfin, une technique assez pas très fréquemment utilisée, mais parce que l'indication n'est pas très fréquente, c'est quand il y a un hypersplénisme majeur, et c'est une alternative à la splénectomie chirurgicale. Le succès technique en radiologie interventionnelle sur cette procédure est très élevé. C'est assez efficace sur le taux de plaquettes et le taux de leucocytes, mais totalement inefficace sur les hématies. Le problème, c'est que c'est grévé d'un taux de complications assez conséquent, notamment l'abcès splénique. La zone qui a été embolisée va fréquemment s'abcéder. C'est pour ça qu'on vise le pôle inférieur de la rate, comme vous voyez sur les images, pour pouvoir drainer plus facilement et éviter une réaction pleurale adjacente. La cholangiopathie portale, lorsqu'elle est symptomatique, peut faire discuter un traitement et surtout le traitement de la cause. Le traitement de la cause, c'est recanaliser le système porte pour que le flux aille dans le système porte et plus dans les collatérales. Donc ça lèvera la compression et l'ischémie liée à ces collatérales. Le traitement des conséquences en aigu, s'il y a un sepsis biliaire, bien sûr, c'est le drainage, plutôt par voie endoscopique, plus ou moins percutané. Voilà, donc les radiologues ont des rôles multiples dans l'imagerie de l'hypertension portale, tout d'abord sur le plan diagnostique, de l'hypertension portale en elle-même ou de ses causes, le diagnostic des complications, et puis un rôle thérapeutique en radiologie interventionnelle qui est vraiment croissant et de plus en plus accessible. Tout ça nécessite une collaboration étroite entre radiologues et pathogastro-entérologues. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci.
On a pas mal de questions. Oui. Alors, première question, est-ce que vous faites une RCP avant chaque TIPS pour acide réfractaire à Angers? On est censé valider tout TIPS qui n'est pas posé en urgence en RCP, ou en staff du moins. On ne décide pas de poser un TIPS dans son coin, entre guillemets. C'est vraiment un traitement qui a des lourdes conséquences derrière et qui nécessite d'être staffé. Ouais. En pratique, on fait ça. Autre question, est-ce qu'après une pause de TIPS, vous mettez une anticoagulation en systématique et pour combien de temps? À ma connaissance, on ne met pas d'anticoagulation systématique parce que déjà, c'est un risque. Il y a un risque hémorragique déjà quand on pose le TIPS. Et même après, non, on ne met pas d'anticoagulant. Si tout se passe bien, normalement, le flux est largement suffisant dans le système porte, dans le TIPS pour pas que ça se bouche. C'est le résultat angiographique final qui nous dit que si le TIPS a un flux suffisant. Si on voit qu'il y a encore du flux dans les branches portales si elles sont encore opacifiées ou si des grosses varices sont encore opacifiées, il faut faire quelque chose. Par exemple, traiter les varices pour rediriger un peu de flux dans le système dans le TIPS pour éviter que ça se bouche. Et puis encore une question, à quel moment est-ce vous faites le contrôle du flux dans le TIPS après sa pause? Et après, est-ce qu'il y a une fréquence ou... On fait à J1, J7, M1, M2, et puis après on cale ça avec le suivi de l'hépatopathie, et donc tous les 6 mois. Mais ouais, le contrôle à J1 et J7, il est assez important. Il n'est pas toujours facile, on voit des fois pas grand-chose. Mais maintenant, on utilise aussi l'échographie de contraste qui peut être intéressante. Alors, autre question, la cirrhose étant associée à des modifications hémodynamiques systémiques, est-ce qu'il y a des éléments de perfusion au Doppler qui permettraient de faire un diagnostic différentiel? Je pense que c'était sur cette question. Entre sur la cirrhose en l'absence d'hypertension portale. C'est assez compliqué de différencier les signes de la cirrhose et les signes de l'hypertension portale. Il y a énormément de choses qui se recoupent. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de choses qui permettent comme ça de différencier. Et est-ce qu'il y a des normes de vitesse intravasculaire dans le TIPS quand vous faites des mesures? Oui, tout à fait. Je ne vous ai pas mis, mais il y a effectivement il y a des tableaux récapitulatifs qu'on trouve un petit peu partout. Ce qui est important, c'est pas que le flux dans le TIPS. Donc, le flux dans le TIPS, il est souvent compris entre 80 et 120 cm/s. Et il doit s'accélérer au fur et à mesure. Quand on mesure à la partie proximale, il est souvent inférieur à la partie distale. Et surtout, c'est les signes indirects. C'est-à-dire que si le flux était bien aspiré dans les branches portales droite et gauche, on doit toujours avoir ce flux bien aspiré sur les contrôles ultérieurs. Et idem, tout à l'heure, on avait suspecté la sténose là, sur un flux dans le tronc-porte qui n'était pas suffisamment accéléré en amont du TIPS. Il doit être supérieur à 30 cm/s en pratique. Et encore une question. Oui. Finalement, quel type de thrombose porte est une contre-indication au TIPS, puisque on l'a appris un peu comme ça, mais en fait, c'est même des fois une indication du TIPS pour améliorer la thrombose. Est-ce qu'il y a des thromboses qui contre-indiquent complètement la pose du TIPS pour vous? Pour moi, il n'y a pas de thrombose qui contre-indique la position du TIPS. La mise en place d'un TIPS, ça complexifie le geste, c'est sûr. Et tout dépend s'il y a une cirrhose ou pas. S'il n'y a pas de cirrhose, on peut tenter de juste recanaliser la thrombose porte. Et par contre, s'il y a une cirrhose, le traitement, c'est plutôt le TIPS. Et si on a suffisamment bien positionné le TIPS, entre guillemets, si le flux est suffisamment bien aspiré, on peut juste thrombo-aspirer la thrombose porte et ça peut suffire. On n'est pas obligé de mettre un stent pour rouvrir le système porte en plus. Justement, quand est-ce que vous laissez un stent On laisse un stent si on voit qu'il n'y a pas assez de flux dans le TIPS, effectivement. On commence par poser le TIPS et si ce n'est pas suffisant, on va faire une recanalisation vraiment du système porte et de la veine mésentérique éventuellement si elle est touchée, en plus du TIPS. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie.